Bonjour, je vais vous parler de la perversion de la philosophie. On connaît l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, qui veut, je simplifie, qui voudrait que ce que je fais pour moi, je puisse le poser comme un impératif pour tous. À mon avis, c'est la connerie la plus monumentale qui a été émise depuis longtemps. Ça fait déjà 2 siècles que ça dure d'ailleurs en ce qui concerne Kant. Et il est évident que notre civilisation est malade de ce principe, ou plus exactement que ce principe a été instrumentalisé par tous les mouvements qui préconisent, qui prônent l'égalité, l'universalité, la laïcité, etc. En réalité, nous savons très bien qu'il est extrêmement toxique de vouloir imposer à un groupe les valeurs d'un autre groupe. Et quand je dis groupe, ça peut être n'importe quoi, aussi bien les hommes que les femmes, que les Français ou les Anglais, ou les musulmans, ou les juifs, etc. Chaque groupe a ses propres valeurs qui sont respectables. Alors maintenant, les individus, au sein de ces groupes, peuvent être tentés de vouloir s'en démarquer, s'en désolidariser, en disant « Oui, moi je suis une femme, mais je ne suis pas comme les autres femmes, et puis de toute façon, je ne veux pas savoir ce que sont les autres femmes. Moi, je suis ce que je suis, moi je suis en tant qu'individu. » Ce qui est absurde, parce que si on ne sait pas ce que sont les femmes, on ne sait pas dans quelle mesure on est une femme, ou on est un homme, ou on est juif, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est complètement aberrant comme comportement, puisqu'on prétend se démarquer de quelque chose qu'on ne connaît pas, et on prétend être différent de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si ce n'est un sentiment que je ne suis pas comme celui-ci, je ne suis pas comme celui-là. Et de ce côté-là, il faut bien comprendre que les différences au sein d'un groupe sont beaucoup plus faibles entre les individus, au niveau fondamental, que les différences d'un groupe à l'autre. Je veux dire par là que ce qui distingue deux femmes entre elles est beaucoup plus faible que ce qui distingue une femme d'un homme. À partir de là, on aura compris. De même que ce qui distingue des Français entre eux, des Parisiens entre eux, est beaucoup plus faible que ce qui distingue les Parisiens des Londoniens ou des Romains. Donc là, il y a un problème de dialectique entre l'individu et le collectif qui est instrumentalisé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est d'accord pour reconnaître qu'il y a une sorte d'universalité, et puis il y a l'individualité qui vient moduler cette universalité. Donc il y aurait une dialectique universelle individuelle qui passe par-dessus la tête de ce qu'on appelle les corps constitués, de ce qu'on appelle les communautés, de ce qu'on appelle les genres, les religions, etc. Cette façon de passer par-dessus ce plan-là est absolument inacceptable, car finalement c'est ce plan intermédiaire qui est fondamental. Ce que j'appelle toujours le deuxième niveau, le deuxième stade. Sur 3 stades, le deuxième stade est fondamental. Et souvent, c'est celui-là qui est sacrifié, qui est brimé. Il y a bien sûr le stade de l'humanité dans son ensemble. C'est ce que j'appelle le stade pré-structurel. C'est-à-dire, voilà, il y a une humanité, donc on va dire des grandes généralités sur l'humanité. Et puis à l'autre extrémité, il y a les individus, chaque individu étant particulier, etc., etc. Et puis entre les deux, eh ben justement, coincé entre les deux, en sandwich entre les deux, il y a justement les grandes classifications, les grandes catégories, les grandes populations, les grands mondes qui sont différents les uns des autres et qui sont les véritables acteurs au sein desquels il y a bien sûr des individus, comme au sein d'une constellation, il y a des étoiles, etc. Et c'est ce groupe intermédiaire qui est fondamental, qui est ce que j'appelle le rôle qui est de l'ordre de la création humaine. C'est ce que j'appelle une forme d'humanisme en fait. C'est-à-dire que les individus, ça n'est pas une création humaine. L'humanité en tant que telle, globalement, c'est pas une création humaine. On est encore une fois dans le domaine de la nature, ou dans l'autre cas, dans le domaine de la culture. Et entre les deux, il y a ce que j'appelle la subconscience, c'est-à-dire
des structures que l'homme a établies et élaborées et qui ont une véritable objectivité, qui ont une véritable réalité et qui finalement perdurent et font partie intrinsèquement de notre bagage. Et ce bagage, ce n'est pas un bagage individuel, c'est bien évidemment un bagage catégoriel, un bagage racial, un bagage de toutes sortes de sexuels, bien évidemment. Alors j'entendais ce matin une interview de Alexandro Jodorowsky sur France Inter à propos de du documentaire qui est sorti sur son projet de film Dune, un roman que j'apprécie particulièrement parce que c'est un roman de Frank Herbert qui est extrêmement prophétique, qui met en cause notamment, pas forcément dans Dune, mais dans l'ensemble de l'œuvre de Herbert, met en cause le rôle de la technique. Il dit qu'il faut supprimer les ordinateurs et que les hommes doivent être eux-mêmes des ordinateurs, ce qu'il appelle le mental. Et dans Dune, justement, il y a un mental. Et bon, j'ai écouté très rapidement Jodorowsky, que je connais bien par ailleurs pour ses travaux sur le tarot, et il parlait du subconscient. Il disait qu'il y a des choses qui sont de l'ordre. Ouais, il n'emploie pas exactement mon vocabulaire, mais c'est intéressant de dire qu'il y a. Nous avons un savoir, nous sommes dépositaires d'un savoir subconscient que nous héritons de nos ancêtres et qui nous donne, sans lequel nous ne serions pas ce que nous sommes, sans lequel nos sociétés ne fonctionneraient pas comme elles fonctionnent. Et donc, c'est pas le subconscient, c'est justement lié, à mon avis, à nos catégories. C'est-à-dire que chaque population, chaque sexe, toutes les grandes classifications de population vont déterminer éventuellement des formes de subconscience différentes. Et donc des bagages, des capacités différentes.